Depuis les années 60-70, les films d'horreur et ou d'épouvante continuent d'affluer partout dans le monde. Alfred Hitchcock, Stephen King ou encore L. Stein, les écrivains et d'autres réalisateurs à frissons ne cessent de continuer à émoustiller nos peurs les plus enfouies. Ces dernières années, ces créations influent aussi bien que littéraires que cinématographiques. Entre les sagas Harry Potter, Twilight, Buffy contre les vampires, Chair de poule et bien d'autres encore, nous sommes servis. Mais comment font ces réalisateurs pour nous donner toujours l'envie de regarder ces films, de lire leurs œuvres? Il existe une notion à prendre en compte. Notre adoration à nous faire peur, oui, cela va peut-être vous surprendre, l'humain aime avoir peur. Et en voici les causes. Lorsqu'elle est maîtrisée et que le sujet est en sécurité, la peur peut avoir, selon les experts, des effets agréables et divertissants. Ce sont ces aspects positifs qui expliquent pourquoi les gens apprécient autant les films d'horreur ou la fête d'Halloween. D'après le professeur David Zald, professeur de psychiatrie à l'université américaine Vanderbilt, explique que la peur permet de lutter contre l'anxiété. Ce sentiment permettrait ainsi en quelque sorte de se changer les idées, de quitter sa vie quotidienne espace de quelques minutes ou quelques heures. Ainsi, les films d'horreur permettraient de ressentir de fortes émotions qui n'ont pour base que des événements non réels et doublés par là même d'autres événements, eux, bien réels. Aujourd'hui, se faire peur est presque devenu comme un loisir. Il suffit de prendre 2-3 bougies et de se mettre dans le noir pour se faire des bouts les uns et les autres. Mais outre la fiction, il existe dans notre existence des réelles histoires terrifiantes dont certains films ont été inspirés. Ces histoires vraies sont à en faire froid dans le dos, et pourtant elles n'ont rien à voir avec les montages de scènes hollywoodiennes. Elle te dit quoi? Qu'elle a envie de vous faire du mal. Elle t'a dit ça quand? À l'instant. Vous allez tout de suite me dire, oui, Conjuring. En effet, le premier film de Conjuring a été inspiré d'une histoire vraie, celle de Ed et Lorraine Warren, deux enquêteurs en paranormal très réputés dans le monde. Elle est médium, il est démonologue, et ces deux jeunes gens vont avoir affaire à l'une des histoires les plus incroyables du monde du paranormal. En 1970, Roger Perron et son épouse Caroline décidèrent d'acheter une vieille maison à Hartsville, dans le Rhode Island. La propriété était une ancienne plantation qui avait été établie par le colon John Smith en 1680 et vendue à Roger Williams lors de la formation de l'État de Rhode Island. Située sur un terrain de 800 mètres carrés, on l'a surnommée The Old Arnon Estate, et elle était constituée d'une ancienne ferme de 10 pièces, construite en 1736, et d'une grande grange. Exactement l'endroit dont rêvait Roger et Caroline. Une grande maison à la campagne, leurs 5 filles, Andrea, Nancy, Christine, Cindy et Avril pourraient s'épanouir et grandir en toute liberté. Cependant, le conseil que leur donna l'ancien propriétaire alors qu'il déballait les meubles les laissa perplexes. « Laissez les lumières allumées la nuit !» L'homme ne leur dit rien de plus. Mais les membres de la famille Perron n'allaient pas tarder à découvrir la raison de cet avertissement. Le film donne l'impression que toute cette histoire se déroule dans un court laps de temps. Mais en réalité, ces événements se sont produits au cours de 10 années. Au bout de quelques jours, nous se rendons à l'évidence qu'ils ne sont pas les seuls habitants de la maison. Découvrant l'existence des époux Warren et de leur travail, ils les engagent afin de les aider. Ed et Lorraine Warren découvrent alors que la maison est hantée par Bathsheba Sherman, une femme accusée de sorcellerie qui résidait dans la demeure au XIXe siècle. C'est en 1971 que les entités commencèrent à se manifester. Based on a true story. In 1971, the Perron family moved into their dream home. It's gonna be great. But they didn't know it was the site of a brutal murder in 1863 and countless horrors in the century that followed. What happened to the parents in that house was so disturbing, the family has refused to speak of it. Until now. First day, we fell in love with a house. I get my own room.
The owner says, do you and your family a favor, Roger. He says, keep the lights on in this house at night. A couple of days later, it came back to me and I had an idea that something was wrong. From day one, there was a heaviness and there was a scariness. Things began to happen in the house. We started to see multiple spirits in the house. Nancy, it's standing right behind you. Because I was the youngest and the most vulnerable, I was approached more than anyone, and I actually had a relationship with that boy. I think something bad happened to him. Follow me this way. I had gone to bed. I opened my eyes. The apparition started to come down to me. Look what she made me do. Nancy? We waited 30 years to tell our story. Because 30 years ago, the world was not prepared for this. Cette histoire remonte aux années 40, où un adolescent aurait été possédé puis exorcisé par un prêtre, et elle inspira le film L'Exorciste. Rolando est le pseudonyme d'un adolescent qui serait né dans les années 30. Il vivait avec sa famille dans la ville de Kota City, dans le Maryland. Il était fils unique et ne jouait pratiquement qu'avec des adultes. C'est sa tante Harriet qui lui fit découvrir le spiritisme en jouant avec lui avec un plateau de Ouija. Le jeune homme de 14 ans était fasciné par le paranormal et ce phénomène. Malheureusement, sa tante décéda et ce fut le début des événements étranges. En effet, la famille commença à entendre des bruits étranges. Des objets se déplaçaient tout seuls et des vases se mettaient à léviter. Ces phénomènes avaient généralement lieu lorsque Roland se trouvait dans la pièce. La famille décida d'aller voir le pasteur luthérien de sa paroisse. Celui-ci était passionné par les phénomènes paranormaux. Il emmena donc l'enfant chez lui afin d'observer si les phénomènes étaient ou non liés à lui. Une fois chez lui, les objets et des meubles se mirent à bouger comme chez les parents de l'adolescent. Il conseilla donc à la famille de voir un prêtre catholique. Seuls eux connaissaient les rituels d'exorcisme. Car pour le pasteur, l'enfant était possédé. L'enfant fut emmené dans un service psychiatrique de Georgetown. Durant le rituel, l'enfant se serait détaché et aurait réussi à briser l'un des pieds du lit. S'en serait servi comme une arme pour frapper le prêtre. Le rituel de ce fait aurait été interrompu. La famille serait ensuite partie chez le cousin de Roland. Celui-ci aurait contacté un professeur, le père Raymond J. Bishop, de l'université de Saint-Louis. Il serait venu avec un autre prêtre, William S. Borden, visiter l'enfant afin d'en savoir plus. Ils purent être témoins d'objets en train de voler. Le lit sur lequel l'enfant se trouvait fut secoué. Et il parla avec une voix étrangement grave. L'enfant fut renvoyé dans un hôpital du sud de Saint-Louis, le Alexian Brothers Hospital. C'est là qu'il était placé dans l'aile psychiatrique. Un autre prêtre, le père Walter Halloran, fut invité à aider Waldern, ainsi qu'un autre prêtre jésuite, le père William Vanro. Tous les trois se lancèrent dans l'exorcisme de l'enfant. D'après les témoignages, le lit fut secoué. Le père Halloran eut le nez cassé par l'enfant durant sa cérémonie. Des mots seraient apparus sur le corps de l'enfant tels que mal, enfer. Le rituel durant plusieurs heures et finalement le démon quitta l'enfant. Rolando aurait ensuite vécu une vie normale, loin de toute activité étrange. Certaines personnes pensent qu'il ne s'agissait qu'un d'un problème mental. D'autres, par contre, croient qu'elle était réellement possédée. Quoi qu'il en soit, cette histoire inspira un roman, puis le film L'Exorciste. Le scénario du film est simple. Carla Moran, une mère célibataire, est tourmentée par une entité invisible qui la viole à plusieurs reprises et qui laisse des marques de violence sur son corps. Les psychiatres se penchent alors sur son cas. Puis, ne trouvant aucune explication, les spécialistes des événements surnaturels éclatent d'aider la jeune femme. Un scénario adapté du roman de Frank de Filita par l'écrivain elle-même, ce qui donne une dimension très réaliste au film. Ce film, bien que vieillot aujourd'hui, glace le sang, fait peur,
met son public en tension. Il est l'un des films les plus dérangeants et les plus effrayants qui soient. Peut-être parce qu'il s'inspire d'une histoire vraie encore plus effrayante. En août 1974, Dory Beater entend une conversation entre deux chercheurs spécialisés sur les phénomènes paranormaux, Barry Teff et Kerry Gaynor. Dory s'approche d'eux et les supplie de l'aider. Les deux hommes, voulant la rassurer, acceptent de mener une enquête sur son cas. Doris Beater McGowan, de son nom de jeune fille, avait vécu une enfance difficile entourée par des parents alcooliques et violents. Adolescente, ces derniers la renièrent et Doris se retrouva à la rue. Elle se maria et mit au monde un premier enfant, Brian Harris, mais divorça très vite. Puis Doris se débrouilla seule. Elle eut des hommes dans sa vie, mais leur relation ne durèrent jamais longtemps. En tout, elle se maria 4 fois. 4 mariages ratés et 4 enfants de 4 pères différents. Doris n'arrivait pas à se stabiliser avec un homme et avait beaucoup souffert. Mère célibataire, sans argent, Doris avait dû se débrouiller seule. Elle avait enchaîné les petits boulots, habité une maison délabrée, avait du mal à payer ses factures et à nourrir ses enfants. Face à cette dureté de vie, Doris noyait souvent son chagrin dans l'alcool. La jeune femme affichait tout juste la trentaine et vivait avec sa fille âgée de 6 ans et ses 3 fils de 10, 13 et 16 ans. Barry Teff et Kerry Gaynor l'accompagnèrent chez elle, au 1547 Brentwood Drive à Clover City. Lorsqu'ils pénétrèrent dans la maison, ils s'aperçurent vite que les conditions de vie de cette famille étaient miséreuses. Dès l'entrée, ils se ressentirent une étrange sensation de surpression dans les oreilles. Doris leur offrit un café et se confia aux deux hommes. Doris expliqua que peu de temps après l'installation de la famille dans la maison, une vieille femme à l'allure sinistre avait frappé à sa porte et lui avait déclaré qu'elle devait quitter les lieux, que cette maison était hantée, qu'il y avait quelque chose de très mauvais qui y habitait. La vieille dame était partie sans donner plus d'explications. Doris ne tint pas compte de cette mise en garde. Les premières manifestations bizarres commencèrent quelques mois après cette surprenante visite. Tous les enfants avaient vécu des phénomènes paranormaux très angoissants dans la maison. Une main invisible avait giflé l'un des garçons, un autre avait vu un monstre menaçant, et tous les enfants parlaient avec un esprit fantôme qui se surnommait Monsieur Oisit. Les enfants expliquèrent qu'ils avaient vu ce fantôme à plusieurs reprises, et qu'il était responsable des phénomènes bizarres. Cette entité se présentait sous la forme d'un homme vaporeux, mesurant 1,80 m. Les deux enquêteurs n'en crurent pas leurs oreilles. Ils savaient déjà qu'ils avaient affaire à quelque chose dépassant l'imagination. Doris, en larmes, expliqua que 3 entités l'avaient attaquée, la battaient régulièrement. Parfois, les 2 plus petites entités la maintenaient fermement sur son lit, pendant que la 3e la violait. Doris était à bout de force. Pour preuve de ses agressions, elle exhiba des marques de contusion sur ses cuisses, sa gorge et ses bras. Barry et Kerry devaient se montrer prudents. Ils savaient que la jeune femme avait subi des violences durant son enfance, et qu'elle avait subi des relations abusives avec ces hommes. Ces faits pouvant s'expliquer les phénomènes décrits, pouvaient expliquer que le cerveau imagine vivre ce genre d'événements. De plus, il existait des tensions évidentes entre les 3 garçons et leur mère, surtout l'aîné, qui semblait la haïr. L'ambiance à la maison était très tendue. Les 3 entités pouvaient représenter les 3 fils. Les 2 enquêteurs pensèrent que Doris perdait la raison et le conseillèrent d'aller consulter un psychiatre. Quelques jours plus tard, Doris contacta Kerry Gaynor et lui affirma que des amis qui lui avaient rendu visite avaient vu une apparition. Ils étaient unanimes. Kerry et Barry décidèrent de retourner chez Doris afin de poser des caméras pour essayer de capter un éventuel fantôme. En entrant dans la maison, ils sentirent à nouveau une pression dans l'oreille, mais aussi une forte odeur de pourriture. En visitant la chambre de Doris, ils s'aperçurent que la pièce était très froide, anormalement froide, par rapport au reste de la maison. Ils installèrent le matériel et ne durent pas entendre longtemps avant de voir apparaître des arbres très brefs. Les 2 enquêteurs du paranormal tentèrent de capturer avec l'appareil photo ou la caméra, mais ils ne furent pas assez rapides. Cet événement les décida à pousser plus loin leur enquête. Doris appela une amie qui se disait médium. Cette dernière sentit une présence dans la chambre de Doris. Elle appela les enquêteurs qui arrivèrent juste à temps pour voir de petites lumières, des orbes. La médium cria qu'une entité se tenait dans l'angle de la pièce, visant un endroit indiqué. Barry prit une photographie, mais le cliché sortit fou. Alors il prit une photographie de contrôle d'un autre point de la pièce. Le cliché sortit clair. Puis il reprit l'endroit indiqué.
Le cliché sortit clair, mais la médium affirma que l'entité était partie. Soudain, cette dernière cria que l'entité était revenue, et qu'elle se tenait juste à côté d'elle. Barry prit un nouveau cliché, et le résultat fut très bizarre. La robe de la médium ainsi que le rideau derrière étaient très nets. Par contre, le visage de la médium apparaissait flou, comme effacé. Dès que la médium assura que l'entité était partie, Barry reprit une autre photographie. Le visage de cette dernière était net. Les enquêteurs Barry et Carey étaient maintenant persuadés qu'il se passait quelque chose de paranormal dans la maison. L'histoire des phénomènes paranormaux est en fait basée sur des faits réels, à savoir les disparitions inexpliquées de 10 personnes dans les alentours de la ville de Nome en Alaska, qui eurent lieu depuis le début des années 1990 jusqu'à aujourd'hui. Le film envisage donc la piste surnaturelle, enlèvement d'humains par des extraterrestres, ce qui a bien sûr choqué certaines associations liées à ces disparitions. Celles-ci voyant dans cette explication un manque de respect total pour les familles des victimes. À la fin de l'année 2000, à Nome, en Alaska, où de mystérieuses disparitions se produisent depuis les années 60, un psychologue, Abigail Taylor, joué par Mila Jovovich, commence à enregistrer ses séances de travail avec certains patients, traumatisés. Les derniers voient une chouette blanche, puis sont terrorisés par des êtres inconnus qui frappent à leur porte. La séance finit généralement mal, voire très mal. Quelques années avant le tournage du film, une vraie Abigail Taylor a enregistré elle-même les vraies séances d'hypnose dont s'inspirent phénomènes paranormaux. Après des années de rumeurs voulant que Nome soit un lieu dangereux pour les voyageurs provenant des villages d'Iñupiat et Yupik, les autorités locales ont diffusé en 2005 la liste de toutes les disparitions et décès survenus dans ce lieu, depuis les années 1960. Le FBI a examiné une vingtaine de cas pour finalement déterminer que la consommation excessive d'alcool et le climat hivernal avaient joué dans ces disparitions. Selon les autorités, certains des voyageurs sont morts de froid ou après être tombés dans une rivière. Un porte-parole de NBC Universal n'a pas voulu commenter la rumeur, voulant que les présumés faits réels du film ne sont qu'un canular. Et m'a enlevé. Notre monde est envahi d'histoires étranges, de faits divers troublants et de phénomènes paranormaux inexpliqués. Quoi qu'il en soit, pour beaucoup d'enquêteurs paranormaux, le terrain est souvent bien différent que la réalité. Entre la perception des phénomènes et leur réalité, entre les histoires vraies et les rumeurs souvent fausses, il y a un grand pas. Vous avez une idée de ce qui se passe ici ? Bonne question. Une infection se répand à travers le pays.